J'espère que vous allez tous bien. Désolé pour le petit retard. On avait quelques personnes qui se joignaient encore au webinaire. Premièrement, je voulais prendre un petit 2 secondes là pour tous vous remercier de vous être connectés ce soir sur le webinaire pour savoir comment acheter sa première propriété. Aujourd'hui, la présentation, elle va être en 3 points. On va se présenter, moi puis Rudy. Ensuite, on va vous parler là, du processus d'achat. On va regarder ensemble c'est quoi les étapes cruciales pour acheter sa première propriété. Et finalement, à la fin, si vous avez des questions, il y aura une petite période de questions-réponses ouverte pour pouvoir discuter un petit peu. Je vais me présenter. Pour ma part, je suis courtier immobilier depuis maintenant 4 ans, résidentiel et commercial. Avant d'être courtier immobilier, je travaillais auprès de Revenu Québec et j'ai travaillé aussi avec la Banque Laurentienne et Desjardins. J'étais comptable de profession. Donc, pour ma part, c'est un petit peu mon histoire là, brève et courte. Rudy, je te laisse te présenter. Là. Parle-nous de toi. Parfait, merci beaucoup, Ayoub. J'imagine que vous m'entendez bien de ce côté-là. C'était correct, Ayoub, tu m'entends bien, ça sort bien? Oui, tout est Ah, beau. ok, parfait. Passons un petit commentaire aussi à tout le monde, là. Je vois que vous avez toute votre caméra fermée. Soyez pas gênés. Vous pouvez, si vous voulez, ouvrir votre caméra. Juste, tu sais, on va laisser ça sur mute pour pas qu'il y ait plusieurs sons en même temps. Mais, tu sais, soyez pas gênés, même si vous êtes en pyjama, peu importe. Nous, on n'a pas le choix, on doit s'habiller conforme, mais ne soyez pas gênés concernant votre caméra. Sinon, mais oui, j'aimerais personnellement vous remercier de prendre ce temps, de votre temps, pour être présent dans notre webinaire qu'on organise pour aider les premiers acheteurs dans leur achat immobilier. Pour ma part, moi, je me présente, je m'appelle Rudy Tetsanon, courtier immobilier depuis 2 ans maintenant. Puis moi, une petite histoire courte de mon parcours. J'étais dans la vente avant d'être courtier immobilier. Je vendais des services pour Bell et Vidéotron. Puis après, j'ai décidé d'aller dans un domaine encore plus difficile, aider les gens à trouver des maisons et vendre. Exact. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez tous mon écran. Donc, on va regarder ensemble le guide d'achat qu'on avait préparé pour ce soir. Donc, on va regarder le processus d'achat. Ça se compose entre autres là, de 10 étapes pour acheter sa première maison. Premièrement, là, comme vous pouvez voir, la première étape, c'est écrit trouver le bon courtier. Puis quand on dit trouver le bon courtier, c'est le bon courtier pour vous dans votre projet particulier. Donc, qu'est-ce qu'un bon courtier? C'est sûr, un bon courtier, ça va être quelqu'un qui est prêt, tu sais, à vous accompagner tout au long du processus, qui ne va pas vous mettre de pression lorsqu'on va commencer tu sais, le tout. C'est quelqu'un qui va être patient, qui va être compréhensible et qui va être à votre écoute pour vous aider dans votre projet particulier. Et ça, la première étape, si vous êtes à la recherche d'une maison, ben écoutez, on peut dire que c'est déjà fait. En travaillant avec moi et Rudy, vous avez d'excellents courtiers qui vont pouvoir vous accompagner durant votre processus d'achat au complet. Donc, ça complète un peu c'est quoi, ça consiste en quoi trouver un bon courtier. Rudy, c'est quoi qu'on doit faire pour préparer ses finances? C'est une très bonne question, Ayoub. Moi, personnellement, j'aime toujours faire cette partie-là avec mes acheteurs parce que, tu sais, vous pouvez avoir le meilleur courtier immobilier. Vous pouvez trouver la maison la moins chère. Une maison, OK, il y a d'autres personnes qui voulaient rejoindre. Excusez-moi, je vais les rajouter. OK. Vous pouvez avoir le meilleur courtier immobilier. Vous pouvez trouver la maison la moins chère, une maison à 100 000, 150 000. Mais la chose la plus importante, c'est de préparer vos finances. Pour la simple bonne raison que la maison que vous voulez acheter, une bonne partie, 95%, même à 90%, va être financée par une institution financière, une banque. OK? Et pour avoir accès à ce financement-là, ben, il faut avoir des bonnes finances ou des finances raisonnablement OK. OK? J'aime séparer ça vraiment en 3 parties. Au Québec, pour pouvoir aller chercher un financement avec la banque, vous avez besoin de 3 choses. OK? Dépendant du prix ou du type de propriété que vous voulez, ça peut varier. Mais généralement, quand vous parlez d'une maison, de condo, ces 3 choses-là que je vais nommer, c'est qu'est-ce que les banques demandent. OK? La première chose, ça va être avoir un travail temps plein avec un poste. Vous savez, pour vous donner un exemple, ça peut paraître, un travail temps plein, ben oui, tu sais, c'est évident. Ben, c'est un peu plus détaillé que ça. Pour vous donner un exemple, ma mère, elle travaille dans la santé. OK? Et souvent, dans le domaine de la santé ou de l'éducation, on peut travailler temps plein, qui veut dire le 30 heures par semaine, mais ce n'est pas un poste. Excusez-moi, je vais mute. cette- OK, parfait. Ouais. Mais oui, on peut travailler temps plein, 30 heures par semaine, mais ce n'est pas considéré comme un poste, soit sur contrat, soit sur un appel qu'on a eu pour un délai de travail
pour la semaine qui est temps plein. Mais ça va être vraiment votre poste, ça va être considéré temps plein, pas temporaire, pas contractuel ou pas saisonnier. OK? Et la deuxième chose, pas le plus important, mais je veux dire, deuxième chose plus importante, ce serait votre crédit. C'est c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler. Avoir un score de crédit en haut de 650. OK? Plus bas que ça, vous pouvez avoir accès à des prêts, mais ça devient un peu plus difficile. 650 et plus, c'est le correct, c'est qu'est-ce qui est demandé. Plus bas que ça devient difficile, des taux d'intérêt plus élevés, et etc. Mais un score de crédit, c'est quand même assez facile à augmenter. Là, 3 à 6 mois, vous pouvez l'améliorer assez facilement. Et la dernière chose, c'est que vous devez mettre une mise de fonds pour la propriété. Disons, vous lâchez une propriété à 400 000, 5%, vous devez mettre 20 000. Alors, cette mise de fonds-là va être demandée pour la banque et le reste va être financé par l'institution financière. Alors, c'est vraiment ces trois choses-là pour préparer vos finances. Un travail que vous devez vous assurer d'être temps plein, minimum 3 mois d'ancienneté dans le travail, qui veut dire que vous ne devez pas être en probation. Deuxièmement, un score de crédit de 650 et plus de conseiller. Et dernièrement, ben, la mise de fonds de 5%, dépendant de la valeur de la propriété que vous voulez acheter. Excuse-moi, Rudy, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu as juste, tu sais, quand tu as dit 5% de mise de fonds qui représente 20 000, si tu as juste Oui. 20 000 dans ton compte en banque, est-ce que c'est assez pour pouvoir acheter une maison de 400 000 ou il faut prévoir un petit peu d'extra, là? Je sais pas si tu peux m'en parler un petit peu. C'est une bonne question que tu poses là, Ayoub. On voit que tu as acheté beaucoup de maisons. Ouais, et comment? Non, non, sincèrement, c'est une bonne question qui amène, parce que quand des fois des gens me posent la question, surtout les premiers acheteurs, ah, OK, Rudy, j'ai le 5% qui est prêt. Mais ton 5% va être considéré seulement pour la mise de fonds. OK? Le 20 000, le 5% de 400 000, le 20 000, c'est pour la mise de fonds. Mais plus tard dans la présentation, vous allez voir qu'il y a d'autres frais qui sont reliés à l'achat. Et souvent, avec le 20 000, la banque demande que vous ayez un surplus. Souvent, ils conseillent 1,5% du prix d'achat, qui veut dire que si la propriété vaut 400 000, vous devez avoir au moins 5 000 de côté pour les frais que ce soit notaire, inspection et taxe de bienvenue, qu'on va voir plus en détail plus tard. Mais oui, c'est une bonne question, Ayoub. Merci. Puis j'avais une autre question pour toi aussi. Tu sais, tu as dit tout à l'heure, tu parlais de poste. Est-ce que tu parlais d'avoir un poste permanent pour pouvoir acheter? Est-ce que je peux acheter même si je n'ai pas un poste permanent? Y a-tu moyen d'acheter malgré tout? Malheureusement, non. Je sais qu'il y a d'autres gens aussi qui sont travailleurs autonomes comme nous, Ayoub. Que ce Ouais. soit travailleur autonome ou que tu as un poste contractuel temporaire, tu as besoin d'une ancienneté de 2 ans. Comme nous, en tant que travailleur autonome, on doit avoir une ancienneté de 2 ans, de revenus enregistrés de 2 ans. Ou si tu as ton entreprise et tu veux utiliser ton entreprise pour acheter, elle doit avoir une ancienneté de 2 ans. OK? OK. Euh, quel autre statut de travail que tu peux avoir? Sinon, que tu as ton entreprise 2 ans ou que tu es temporaire, temps partiel, tu ne vas pas avoir du financement, mais temporaire, contractuel, tu dois avoir un contrat qui a une ancienneté de 2 ans au moins. Comme Aïb, je sais que toi, tu as eu des cours en comptabilité. Est-ce que tu pourrais rentrer plus en détail là-dessus? Oui, OK. en effet, c'est exact. Si ça fait moins de 2 ans que si tu es travailleur autonome, par exemple, il te faut 2 ans de moyenne de tes deux, pardon, la moyenne de tes 2 dernières années de revenus, ça va être le revenu qu'on va utiliser pour te qualifier, pour acheter ta propriété. Après, c'est sûr, il y a des prêteurs qui sont capables, tu sais, d'aller te chercher quand même d'autres techniques. Ils peuvent utiliser tes 12 derniers relevés bancaires pour prouver que tu as un revenu constant. Donc, il y aurait d'autres techniques pour aller chercher du financement, mais le conventionnel pour un premier acheteur de maison, ça va être vraiment, comme tu as dit, Rudy tantôt, un poste en plein ou permanent pour pouvoir se lancer dans l'achat de sa première propriété. En effet. Puis tu sais, comme tu as mentionné, préparer ses finances, c'est extrêmement important. Une fois que vous avez le poste, l'emploi, la source de revenus stable et que vous avez la mise de fonds en plus de l'extra, ben à ce moment-là, il faut se faire préqualifier. Parce que c'est bien beau avoir tout ça de côté, mais s'il n'y a pas une banque qui donne le petit saut pour dire oui, c'est vrai, on confirme les informations que monsieur tel ou tel a dit, ben, ça sera possible de commencer à magasiner pour une propriété, mais pas optimal. Donc, la préqualification, ça consiste en quoi? L'étape numéro 3, c'est simplement d'aller voir soit un courtier hypothécaire ou un spécialiste hypothécaire auprès d'une banque directement, puis d'y demander, en fait,
de lui demander de vous préqualifier. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va regarder tous les documents, toutes les preuves de ce que vous lui avez dit, des points qu'on a mentionnés un petit peu plus tôt, et il va vous préparer un document qui s'appelle une lettre de préqualification. Cette lettre, elle sert à quoi? Ça sert simplement à mentionner au vendeur, lorsque vous allez faire une offre d'achat, que vous avez les finances nécessaires pour pouvoir acheter la propriété au prix auquel vous allez mettre dans l'offre d'achat. Si vous y allez sans la lettre de préqualification, c'est un petit peu comme aller magasiner sans son portefeuille, puis savoir il y a combien dans le compte en banque. C'est faisable, mais on joue un petit peu à la roulette russe, là, si je peux dire. Tu pourrais tomber sur la propriété parfaite, et si tu n'es pas préqualifié, puis un autre acheteur qui est préqualifié qui vient, ben, le vendeur, il va probablement choisir l'acheteur qui est préqualifié et non celui qui est préqualifié, qui n'est pas préqualifié. Donc, tu te mets à risque de perdre la propriété idéale si jamais on arrivait là. Donc, tu sais, c'est très important, c'est gratuit, c'est sans engagement. Ça coûte vraiment 0 $ de se faire préqualifier. C'est juste un petit peu de temps et un petit peu de paperasse à envoyer. Mais vous êtes accompagné par soit le courtier hypothécaire, le spécialiste hypothécaire et par nous aussi lors de cette étape-là. Tu sais, Roji, une fois que tu es préqualifié, c'est quoi qu'on doit commencer à faire? Ben, j'ai aimé que tu as mentionné, parce qu'on le voit là avec nos clients, tu sais, ils viennent nous voir, ils disent, oh, j'aimerais acheter une propriété autour de 500 000 et tout. Puis Ouais. on demande si, est-ce qu'ils ont fait l'exercice, sont préqualifiés ou pas. Puis, tu sais, c'est comme exemple, soit comme tu as mentionné, faire l'épicerie sans budget ou faire planifier un voyage, puis, tu sais, pas savoir combien est ton billet d'avion, mais combien tu veux dépenser pour ce voyage-là. Tu sais, imagine, je vous mets en contexte, vous allez à l'épicerie, vous achetez plein d'affaires, vous êtes là à la caisse, puis là, boum, vous payez, puis il y a manque Oui, de fonds. non. Tu sais, c'est un peu la même chose pour dire que c'est Ça très arrive souvent. Ouais, dans l'immobilier, ça arrive très souvent. L'acheteur, il va de l'avant, il va chercher le financement, la banque le refuse. Alors, c'est pour ça que c'est très important de vraiment faire l'exercice avant. Et comme Ayoub t'a mentionné, c'est sans garantie, sans frais. Parce que, dites-vous, les banques se mettent en tête OK, vous voulez aller chercher une hypothèque avec eux. C'est-à-dire, eux, là, ils ont vraiment dans l'intérêt que à vous servir, vous aider, vous guider là-dedans. Ils peuvent être lents. Tu sais, c'est des banques, ils ont beaucoup de gens. C'est une grosse institution. Ça peut être lent 2, 3 semaines à prendre, mais tu sais, une très bonne chose à faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous les appelez, j'aimerais acheter, être préqualifié. Ils vont vous demander quelques documents. Puis pour les documents, quelque chose que j'aimerais te poser la question. Quel genre de documents j'appelle la banque, quel genre de documents je devrais être prêt là, pour les envoyer, soit à la banque ou au courtier hypothécaire? C'est une bonne question. Ils vont te demander, entre autres, là, la source de ta mise de fonds. Ils vont te demander la preuve que tu as les fonds réellement. Ça peut être dans ton compte CELI, ton compte dans tes REER, ça peut être dans ton compte en banque, un compte de placement. Ils vont demander des relevés pour prouver que cet argent-là est là. Et chose importante à savoir, l'argent doit être là depuis au moins 3 mois pour qu'elle soit éligible pour une acquisition. Ensuite, ils vont te demander tes preuves de revenus, donc tes T4, tes avis de cotisation, ton relevé 1. Ils vont te demander ces documents-là. Si tu es une entreprise, ils vont te demander tu sais, tes états financiers. Pour travailleurs autonomes, ils vont demander tes relevés 1, puis pardon, tes avis de cotisation des 2 dernières années. Et ils pourraient demander d'autres documents pour justifier aussi euh, la preuve que tu travailles là. Puis aussi un point que j'ai oublié de mentionner tantôt, quand tu te fais préqualifier, surtout dans le marché actuel, euh, ce que la banque va venir faire, c'est qu'ils vont geler le taux auquel tu te préqualifies aussi pour une période de 3 à 6 mois en général. Donc, tu sais, si admettons, bon, là, les taux, ils ont tendance, probablement, ils risquent de diminuer tranquillement pas vite, mais dans un contexte d'il y a à peine quelques mois, on a des acheteurs qui ne voulaient pas se faire préqualifier dans l'immédiat parce qu'ils disaient, j'ai le temps, je vais le faire quand on va être rendu au moment de faire une promesse d'achat. Et au moment qu'on avait commencé à discuter avec eux, les taux étaient autour de 4,5 autour de 4. Et ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. On a fini par faire des offres d'achat vers la fin de l'année. Les taux étaient rendus à 5,5, 5,6 et plus. Fait que, tu sais, l'acheteur qui a refusé de se qualifier, il vient de perdre environ 1,5 qu'il va devoir payer de plus de ses poches pour la même hypothèque, le même prix d'achat. Pourtant, s'il s'était fait préqualifier, son taux serait réservé. Puis si jamais les taux baissent une fois que tu es préqualifié, ton taux, c'est régressif. Donc, si le taux baisse, la banque va s'ajuster par rapport au nouveau taux du marché. Et non à l'inverse, si les taux montent et que tu es déjà préqualifié, tu sauvegardes ton taux, tu saves ton taux au montant qui était lors de la préqualification. Donc, c'est vraiment crucial, c'est important, c'est gratuit, et ça coûte absolument rien.
de se faire préqualifier. Je sais pas si ça répond un peu à ta question, tu sais, pour les documents. Euh, Oui, oui, tu as bien mentionné les T4 si on est un travailleur avec un travail, un emploi. ouais. Si on est un travailleur autonome, c'est avec la T1, c'est ça? Tes avis de cotisation, exact. La de cotisation. Puis j'imagine que tu as un emploi, il y aura aussi la lettre d'emploi Oui. pour ouais, ton statut, lettre d'emploi. Puis comme tu as mentionné, l'état du compte que tu vas utiliser ta mise de fonds. Exactement. Ta preuve de fonds, d'où elle provient. Le gouvernement va être sûr que vous ne faites pas de fraude. Ah, exact. Puis, une petite chose, j'aimerais savoir, tu sais, ces derniers temps, je vois, il y a beaucoup de courtiers hypothécaires là, qui font des vidéos comme des gens comme PC Jolicoeur, Ouais. Cyrus Jeanne. J'aimerais savoir, c'est quoi la différence quand je fais affaire avec un courtier hypothécaire ou que je vais avec mon institution qui est là depuis des années, qui me sert? C'est quoi la différence entre un courtier hypothécaire et mon institution que je fais affaire comme TD, par exemple? C'est quoi la différence entre les deux? C'est une très bonne question. Écoute, un courtier hypothécaire, en fait, c'est un spécialiste du marché, dans le marché hypothécaire. Lui, il représente plusieurs institutions bancaires, institutions financières. Ça peut être, par exemple, Desjardins, TD, la Banque nationale, Scotia, etc. Puis aussi des banques en ligne qu'on on entend moins souvent parler. Lui, il va magasiner à travers différentes institutions, un peu comme si tu allais toi-même voir, rencontrer banque par banque, institution par institution manuellement, ce qui prendrait beaucoup de temps. Lui, il a un système, il a un genre de fichier et des logiciels, puis il reçoit des promos, puis il reçoit différentes conditions et manœuvres qu'il peut utiliser pour te qualifier. Un spécialiste hypothécaire, dans l'autre cas de figure, c'est quelqu'un qui travaille uniquement pour une institution. Donc, par Le exemple, spécialiste hypothécaire, c'est lui avec la banque. exactement. Par exemple, OK. tu pourrais avoir, on a un bon spécialiste hypothécaire avec qui on travaille souvent. Il s'appelle Mehdi. Il travaille pour la Banque nationale. Il est excellent, mais il travaille que pour la Banque nationale. Il peut que te proposer des produits de la Banque nationale. Les deux, tu sais, vont te proposer des bons produits et des bons services, mais un va peut-être travailler plus, tu sais, un est fixé avec une institution, l'autre peut magasiner. Mais des fois, malgré que tu en as un qui est fixé avec une institution, il peut avoir un meilleur deal quand même une meilleure proposition qu'un courtier hypothécaire. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de toujours magasiner avec les deux. Si vous avez un bon spécialiste hypothécaire auprès d'une banque, demandez-y son opinion. Dans l'autre sens aussi, vérifiez avec un courtier hypothécaire. Question qu'on sache toujours c'est quoi la meilleure proposition qu'on peut vous faire. Rudy, je vois que Fadi avait une question. Je ne sais pas si tu peux y répondre dans le chat. Tu Oui. peux répondre ici. OK. Donne-moi 2 secondes. Continue, je vais aller chercher les questions, puis je vais les rassembler. OK. Parfait. Voilà. Excusez-moi, moi puis la tech. D'habitude, c'est Ayoub qui s'occupe de ce côté-là. Est-ce que tu Mais veux que je te lis la question puis tu y réponds? ouais, lis la question. OK. On est séparés, ça. C'est tough pour moi, là. Donc, Fadi demande si j'ai de l'argent dans plusieurs comptes bancaires, est-ce que ça fonctionne aussi comme mise de fonds, j'imagine? Oui, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention avec la mise de fonds, Fadi, parce que le montant que tu vas utiliser pour la mise de fonds doit avoir une ancienneté de 90 jours dans les comptes bancaires. C'est correct s'ils sont séparés parce que souvent, les gens, ils achètent tu sais, en couple à deux, peu importe. Puis, tu sais, ça vient de deux comptes en banque différents. Mais ça doit avoir un minimum de 90 jours dans les comptes en banque. Tu sais, par exemple, Ayoub veut acheter une propriété. Moi, je ne peux pas lui faire un virement tu sais, de 10 15 000. Puis le lendemain, tu sais, il va faire l'approbation ou il va essayer d'acheter une maison. Non. La seule manière dont ça peut fonctionner, c'est quand tes parents ou quand c'est considéré un don. Là, tu peux utiliser ce montant-là, moins de 90 jours, quand tu as viré. Et là, tu peux aller te préqualifier et utiliser cet argent-là pour aller chercher la propriété et l'utiliser comme mise de fonds. Mais tu as des fonds qui sont moins de 90 jours, ça dit que tu ne pourrais pas acheter, peu importe s'ils sont divisés. OK? Si tu as plusieurs comptes, plusieurs mises de fonds dans plusieurs comptes, mais ça fait plus que 90 jours, oui, tu peux les utiliser pour ta mise de fonds. Hein. Comme il y a des gens qui ont des REER, des CELI et plusieurs fonds d'investissement des fois séparés, ils peuvent les utiliser pour ça. Et même OK? Fadi te répond merci beaucoup, ça va m'éviter des problèmes connaissant la règle des 90 jours. Oui, exactement. Puis, pour vous donner un petit peu tu sais, de résumé pourquoi il y a cette règle-là, ben, c'est pour le blanchiment d'argent. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a cette règle de 90 jours. Des fois, on se dit, hein, pourquoi on met des bâtons dans les roues, mais
C'est à cause de ça, là, ils ont mis ce règlement. Tu sais, j'avais eu une histoire avec un de nos clients avec qui on avait transigé un petit peu plus tôt. Bon, lui, il blanchissait pas de l'argent, mais euh, il n'y T'es avait pas, sûr? je crois. Euh, on avait fait face à quand même tout un défi. Ils avaient de l'argent en Inde et ils devaient avoir rapatrié les fonds ici au Québec avant la transaction. Puis, suite à des complications, sortir de l'argent des fois de l'étranger, c'est un petit peu difficile. Et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu d'avoir les fonds nécessaires dans le compte en banque. Et on avait la signature de l'acte de vente chez le notaire à une journée fixe. Et malheureusement, il n'y avait pas les fonds nécessaires pour réaliser l'achat à la date prévue. Tu sais, vu qu'on avait un document officiel provenant de l'Inde qui mentionnait qu'ils ont les fonds qui sont légaux et tout, le notaire les a quand même acceptés, mais de ne pas les avoir perçus d'avance puis d'être préparé pour réaliser la transaction nous a mis dans une situation un petit peu précaire parce qu'on a dû demander une faveur au vendeur pour repousser l'acte de vente. Il y aurait pu avoir des poursuites, les vendeurs auraient pu, tu sais, nous poursuivre pour avoir euh, prolongé les délais. Tu sais, si eux, ils avaient acheté ailleurs, leur vendeur les aurait poursuivis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça peut facilement devenir assez déroutant. C'est important d'avoir les fonds d'avance et de les avoir préparés. C'est Ouais. une petite anecdote que je voulais te mentionner. Ah, ben, ouais, puis pour ajouter un peu avec toi, Ayoub, tu as mentionné des délais. Puis je pense que c'est une chose que avant d'être, tu sais, nous, avant d'être courtier ou quelque chose qu'on ne parle pas vraiment à l'extérieur, quand on va acheter une maison, que soit les banques ne nous disent pas, qu'on ne va pas à l'extérieur tu sais, quand on est en dehors du processus, c'est que il y a beaucoup de délais quand vous êtes dans le processus. Pour ça, que la préparation, c'est vraiment 90% de votre projet. Pour vous donner un exemple des délais qu'on a, parce que pour nous, tu sais, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. Alors, on est habitué, mais pour un nouveau acheteur, il peut pas, des fois, il ne comprend pas. Puis souvent, nous, en tant que courtier, on n'aura pas le choix de mettre la pression. Mais c'est pour un peu vous expliquer la raison pourquoi on met cette pression-là. Disons qu'Ayoub, il fait sa promesse d'achat, tout est correct. La promesse d'achat, il a négocié avec le vendeur, c'est accepté. Dès que la promesse d'achat est acceptée, on a un délai de 14 jours pour que on donne une approbation finale, qui veut dire que peu importe l'institution ou le courtier hypothécaire qui a choisi, l'amène une approbation finale, qui veut dire que la banque a finalisé son financement. Il n'y aura plus de retour sur le financement parce que, comme a mentionné, la lettre de préqualification, te faire approuver, c'est une préqualification qui veut dire que tu as la lettre de préqualification, ça dure souvent 90 jours, 6 mois, 90 jours, dépendant des institutions. Quand tu as la lettre et tu vas finaliser l'achat, s'il y a un changement dans tes finances, la banque peut toujours te refuser. Ça ne veut pas dire que la banque peut t'accepter quand tu vas faire la demande du financement. C'est pour ça que nous, quand on a l'offre, on fait l'offre sur la maison avec vous, l'offre est acceptée. On a 14 jours pour donner cette lettre d'approbation finale. Mais dans le fond, on a plus 10 jours parce que les banques ne sont pas ouvertes les fins de semaine et les courtiers hypothécaires travaillent avec les banques. So, on a 10 jours réellement pour donner une approbation finale que la banque a approuvé notre prêt. Et c'est ce côté un peu stressant ça rajoute vraiment en tant que courtier immobilier et qu'on remet aux clients pour dire que, regarde, t'aimes vraiment la maison, mais on doit se concentrer, les documents, tu dois les rassembler. Quand le courtier hypothécaire t'achale, quand PC Jolicoeur t'achale, il faut que tu envoies les documents réellement parce que qu'est-ce qui arrive après le délai? C'est que le vendeur après a le droit de refuser et de dire, OK, je veux plus que c'était hors délai, je refuse, là, trouve une autre maison. Ou il peut nous donner une extension. Ça arrive souvent qu'il donne une extension avec les taux d'intérêt. Tu sais, des fois, on comprend le financement est plus difficile. Ouais. Ou l'autre option, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est très rare, c'est très, très rare, moi, ça m'est arrivé une fois dans mes transactions, Ayoub, je ne sais pas pour toi, que maintenant le vendeur va choisir notre institution à nous qui va nous approuver. C'est-à-dire, imaginez, vous aviez un taux, vous aviez eu une lettre avec une telle institution, tu voulais aller avec ta banque, mais si tu n'as pas respecté les délais, le vendeur aura le droit de lui-même t'amener dans son institution et de te faire aller chercher un prêt de ce côté-là. C'est très, très vrai. C'est un bon point à mentionner. Écoute, on a une question supplémentaire qui vient de sortir. Dex demande
Bonsoir, bonsoir Dex, j'espère que tu vas bien. Je me demande comment on fait pour identifier un bon courtier immobilier. C'est quoi les signes d'un bon courtier immobilier? Écoute, Dexter, c'est une très bonne question. Les signes, premièrement, c'est un peu comme j'avais mentionné au début, un bon courtier immobilier, ça va dépendre de ton profil et du type de personnalité que tu as. Tu sais, tu as des courtiers immobiliers qui vont pouvoir travailler avec certains types et non d'autres. Euh, Par exemple, c'est sûr que ça va être le côté personnel, mais un bon courtier immobilier de façon générale, c'est quelqu'un qui est à jour sur les formations, qui connaît les règles pour acheter une propriété, connaît des astuces, a un bon cercle de professionnels avec qui il travaille pour pouvoir te référer des bons courtiers hypothécaires, des bons spécialistes, des bons inspecteurs, un bon notaire, un bon groupe tu sais, de déménagement, si jamais tu as besoin de professionnels pour déménager. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir t'épauler sur tout le processus d'achat et qui va pouvoir prendre le stress du processus d'achat de tes épaules et le mettre sur ses épaules pour que tu puisses profiter et avoir une expérience plaisante dans ton expérience d'acheteur de sa première maison. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Dexter. Je ne sais pas si Rosie, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ben oui, puis tu sais, un bon courtier, puis je pense, on avait la discussion dernièrement en plus à Youb. Un bon courtier, tu sais, c'est vraiment comme relatif. Qui veut dire qu'il n'y a pas un critère qui va dire que ce courtier-là est bon. Peu importe il fait beaucoup de transactions ou pas. Tu peux faire beaucoup de transactions dans le domaine et être un courtier average. Et ou tu peux faire un volume de transactions normal et être considéré un bon courtier et chaque client a des bons commentaires. Mais sincèrement, là, qu'est-ce que je dis vraiment à mes acheteurs? Qu'est-ce qu'on est les courtiers immobiliers? Puis j'imagine un bon courtier, c'est qu'on est un psychologue en même temps, on est un avocat, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de règlements, beaucoup Sans licence. Un de avocat sans licence. ah, ouais. Ben, on a eu des cours de droit immobilier à Aguette, mais ouais, un avocat sans licence et en même temps, on est votre conseiller. Pourquoi psychologue? Parce que c'est un processus qui a beaucoup d'émotions. Nous, l'avantage, c'est que, tu sais, on a plusieurs transactions avec des situations différentes. Alors, tu sais, nous, on n'a pas vraiment d'émotions avec des situations qui arrivent. On a une tête froide, si je peux dire, sur les épaules. Alors, c'est ça l'avantage. Et en termes d'avocat, c'est que souvent, il va y avoir des situations que là, il faut faire affaire, il faut connaître les droits, il faut connaître ses droits à soi, ses droits au propriétaire, etc. Et conseiller, pourquoi conseiller? Parce que au final, c'est vous qui faites, c'est vous qui prenez les décisions. Nous, on est là en termes d'encadrement, mais c'est vous qui prenez les décisions finales. Parce que c'est vous qui allez avoir l'hypothèque et c'est vous qui choisissez la maison. Tout Mhm. à fait, c'est très bon ce que tu dis. Écoute, on a une question de la part de Moussa. Ah ben écoute, Dexter, je suis content que ça répond bien à ta question. Moussa nous demande pourquoi la plupart des courtiers immobiliers demandent un contrat avant de signer dans ton projet d'achat, donc de t'accompagner dans ton projet d'achat. Écoute, Moussa, cette question est très bonne. Ouais. La réponse brève pour te donner un petit peu de contexte, il y a des nouvelles lois qui sont passées au courant de cette année, qui avaient été préparées l'année dernière, qui requièrent que les courtiers immobiliers qui accompagnent des acheteurs désormais travaillent avec des contrats d'achat. Ça t'implique en quoi un contrat d'achat quand tu es un acheteur dans le domaine de l'immobilier? En fait, c'est simplement un contrat qui vient mentionner que tu engages officiellement le courtier que tu as choisi pour travailler et pour t'accompagner dans le processus. Ça t'implique, en fait, par la loyauté, si je peux dire, envers ton courtier et vice-versa. Donc, ton courtier, à partir de ce moment-là, représente officiellement tes intérêts et se doit absolument de protéger et de bien te conseiller et de travailler avec diligence et professionnalisme dans ton processus d'achat. Donc, c'est vraiment un document pour officialiser le tout et te protéger en tant qu'acheteur surtout. C'est ça qui est le plus important. Donc, tu sais, quand l'acheteur et le courtier vont signer le contrat, ils vont pouvoir commencer à travailler ensemble pour la recherche de la propriété. Si jamais tu décides d'annuler ton processus d'achat, Moussa, écoute, le contrat n'implique pas de frais, n'implique pas de pénalité. S'il n'y a pas de frais non plus pour un acheteur de travailler avec un courtier acheteur, nous, on est toujours rémunéré par les vendeurs lorsqu'on amène un acheteur qualifié et qu'on les aide à réaliser la transaction jusqu'au bout. Donc, pour toi, en tant qu'acheteur Moussa, ça ne représente pas de risque. C'est simplement pour commencer à travailler avec ton courtier. Puis, tu sais, une fois que tu t'es fait préqualifier avec l'aide de soit un courtier hypothécaire ou un spécialiste qu'on te propose, ensuite de ça, on va commencer à magasiner pour des propriétés.
Je sais pas si ça répond un peu à ta question, Moussa. J'espère que c'est le cas. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas là, à réécrire dans le chat pour qu'on puisse répondre à ta question. Donc, pour une fois qu'on s'est fait préqualifier, comme on Merci mentionne, beaucoup. ça fait plaisir, Moussa, je suis content de l'entendre. Euh, donc, une fois qu'on s'est fait préqualifier, on commence à magasiner. Toutes les trois premières étapes vous coûtent absolument rien. C'est gratuit de travailler avec un courtier, c'est gratuit de préparer vos finances, c'est gratuit de vous faire préqualifier. Là où on commence à dépenser de l'argent et du temps, c'est lorsqu'on commence à magasiner, dans le sens que ça vous coûte juste un peu d'essence, aller faire des visites ou de l'électricité si vous avez une voiture électrique. Donc, il y a quelques frais à dépenser là-dessus, mais on commence à magasiner, on commence à regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Une fois qu'on trouve la propriété idéale, Audi, dis-moi, ça consiste en quoi faire une offre d'achat? Tu en avais parlé un peu tantôt, mais si tu peux nous donner les grandes lignes de l'offre d'achat. Euh, oui, mais il y a la question de Moussa, tu avais mentionné, Ayoub, c'est une très bonne question. J'aimerais rajouter une petite parenthèse aussi là-dessus. Là. Tu sais, merci encore pour les questions. C'est vraiment, vraiment apprécié quand vous posez des questions. Je dis aussi dans mes présentations acheteurs individuels, tu sais, quand vous posez des questions, c'est interactif, puis nous, ça nous challenge. On aime vraiment ça. Ouais. Moussa, la question que tu as posée, puis nous, depuis la COVID, tu sais, il y a eu beaucoup de changements dans notre manière de faire. Quand moi, j'ai commencé ma licence et j'ai commencé à être courtier immobilier, on pouvait accompagner les acheteurs sans signer de contrat d'achat. Puis nous, on le faisait bien, on bâtissait le lien avec le client, ça se passe bien, on y va. On avait la possibilité de le faire, mais on ne le faisait pas. Mais maintenant, comme Ayoub t'a mentionné, ils ont mis une nouvelle loi que on est obligé, pour te représenter, par exemple, Moussa, dans ta transaction, on doit signer le contrat. Tu sais, ça change pas grand-chose, c'est juste que ça te protège mieux. Puis, tu sais, on va plus du côté professionnel dans ce sens-là. Tu comprends tes droits et nous, on peut mieux te représenter. Et tu pourrais me poser la question, ben Rudy, je peux toujours utiliser un courtier sans contrat? Oui, tu peux. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que, disons, OK, Ayoub, c'est ton courtier, tu vas aller de l'avant pour une transaction, tu vas trouver une maison. Ayoub n'aura même pas le droit de négocier et d'agir en tant que ton courtier immobilier. Il pourra juste rédiger les documents et te l'envoyer au vendeur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce changement-là. J'imagine que c'est pour mieux protéger le public. Et rapidement, j'avais cherché un article pour te montrer ça, le changement qu'ils ont fait dernièrement, Moussa. Je vais le mettre dans le groupe du chat, là. Je vais juste partager rapidement. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Toi, tu vois bien, Ayoub, de ton côté? Oui, c'est très bien. OK, parfait. Puis comme tu as mentionné, tu sais, ça, c'est vraiment nouveau. Si vous pouvez voir la date de quand ils ont amené ce changement-là. 1er juin 2023. Maintenant, ça va être rendu obligatoire. Tu peux le faire, mais c'est juste que le courtier ne pourra pas te représenter. Mais comme vous avez vu ici, pour représenter un client, il faut avoir, euh, avoir signé un contrat de courtage avec lui, avec le courtier. Le représenter, ça veut dire défendre ses intérêts, protéger ses informations confidentielles et stratégiques qui montre que, tu sais, Moussa, tu as bien à gagner, tu as beaucoup à gagner en signant un contrat. Je sais que ça peut paraître un peu plus, tu sais, contrat, peu de gens aiment signer des contrats, mais c'est pour protéger. Puis, tu sais, ça, c'est un site pour voir fiable, c'est Radio-Canada. Puis, l'OASIC, ça, c'est l'organisme qui gère les courtiers. C'est comme, ce serait notre barreau si on serait des avocats. OK? J'ai une petite parenthèse là, j'avais vraiment aimé la question, et c'est pour ça que je voulais rajouter Oui, quelque oui, chose oui, tout à fait. là-dessus. Écoute, Moussa nous a demandé une autre question. Je vais juste repartager mon écran. Est-ce que vous voyez toujours? Audi, tu vois bien mon écran? Ouais, ouais, là, je Parfait. te... Écoute, Moussa, c'est une très bonne question. Je vais la lire à haute voix. Moi, je suis déjà préqualifié avec ma banque, mais je ne veux pas utiliser ce montant parce que le taux d'intérêt est trop élevé, jusqu'à 6,13%. C'est trop. Y a-t-il un moyen d'avoir un taux d'intérêt moins élevé? La réponse à cette question est définitivement oui, potentiellement, dépendamment de ta situation particulière, ta cote de crédit, tes revenus d'emploi et de la mise de fonds que que tu souhaites mettre pour l'achat de ta propriété. Écoute, Moussa, c'est là où tantôt on parlait de vérifier auprès de spécialistes hypothécaires et de courtiers hypothécaires. Nous, on en a beaucoup qu'on peut te recommander. Et leur travail à eux, c'est d'avoir le meilleur taux d'intérêt possible et les meilleurs termes possibles. Je sais que 6,13%, c'est quand même élevé. Honnêtement, dans le marché actuel, c'est très élevé. Dans le marché actuel, on est plus dans les 5,5, peut-être 5,25. J'avais reçu un message mon spécialiste avec la Banque nationale. Il m'avait envoyé jusqu'à 5,25. C'était le plus bas que j'avais vu.
Donc, oui, Moussa, on va pouvoir t'aider là-dessus euh, pour te chercher un meilleur financement que 6,13, qui est relativement élevé par rapport au marché actuel. Je pense peut-être qu'il y a eu un taux variable. S'il y a eu un taux variable, non. Peut-être il y a eu un pour 3 ans. Un 3 ans, un taux fixe pour 3 ans, ce serait la raison, tu as 6%. Ou peut-être tu as eu un taux variable, mais si c'est un 5 ans fixe, Moussa, c'est, comme Ayoub a dit, c'est vraiment élevé là. Ouais, c'est très élevé. Tu nous diras, Moussa, c'est quel type de financement que tu as. On pourra commenter dessus dans les prochaines minutes, si tu le sors. Donc, comme on disait tantôt, j'espère que ça répond à ta question, Moussa. Puis si ce n'est pas le cas, n'hésite pas là, à réécrire. Je vais pouvoir te répondre, mon Héroudi. Donc, quand on commence à magasiner, Rudy, on avait parlé de ça. C'est Oui. quoi Oui, ça? est-ce que je peux? Oui. Ben, mon taux d'intérêt, c'est 6,13% variable de 3 ans. OK. C'est OK. ça. 3 ans, oui. Et la raison pourquoi ton taux d'intérêt est quand même élevé, c'est que en ce moment, dans le marché, dans le monde de l'hypothèque, euh, il y a beaucoup de discussions que les taux d'intérêt risquent de baisser de façon plus ou moins significative au cours des prochains mois. Aujourd'hui, la Banque du Canada a annoncé qu'elle maintenait le taux directeur à 5%, donc ce qui signale potentiellement dans les prochains mois une baisse des taux d'intérêt. Donc, étant donné que tu prends un taux variable, pour la banque, ça implique un risque potentiel de perte de perte de revenus. Parce que si ton taux est variable pour 3 ans et que les taux commencent à diminuer au cours des prochains mois, eux, ils vont te charger un surplus immédiatement pour s'assurer de récupérer le maximum de profit avant que les taux baissent. Si tu prends un fixe 3 ans ou un fixe 2 ans, ça risque d'être un peu plus profitable en ce moment pour toi. Mais on pourra te mettre en relation avec nos spécialistes hypothécaires pour te conseiller de la meilleure façon possible sur ton taux pour acheter, là, que ce soit fixe ou variable. Oui. Mhm. Oui. Mais en général, s'il y a d'autres personnes qui ont un problème, si vous prenez pour 3 ans tout le monde, ça va être autour des 6% malheureusement. Le 5,5, c'est plus avec du taux fixe 5 ans. C'est là que vous allez avoir les taux les plus bas parce que la banque, comment ils vous voient, c'est en termes de sécurité. Alors, vous prenez 5 ans, vous êtes client avec eux pendant 5 ans, alors c'est sûr que la banque va vous avantager avec les meilleurs taux en ce moment. Mais 3 ans, tu es client pour la banque pendant 3 ans et 3 ans plus tard, tu vas renouveler avec soit la même banque ou une autre banque. Alors, c'est pour ça que ton taux est un peu plus élevé. Euh, Exact. Là, qu'est-ce qu'on va faire, Ayoub? On va accélérer un peu plus pour pas, si d'autres personnes avaient des choses à faire à vraiment à 7 heures. Puis à Oui, la fin, ceux qui ont des questions, là, gardez-les, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Là, on va faire une petite séance de Q&A, mais on a vu le temps. Vous posez trop de bonnes questions, là, ça nous fait plonger là-dedans, mais on va essayer d'accélérer un peu plus, puis vous laisser un petit 10 minutes, 15 minutes, ceux qui veulent rester, qui veulent poser des questions, si ça ne vous dérange pas. exactement. Donc, Rudy, parle-nous ça consiste en quoi faire une offre d'achat sur ta première maison? C'est une bonne question, Ayoub. L'offre d'achat. Tu sais, vous avez fait l'étape, vous avez préparé vos finances, tout est parfait, vous avez la mise de fonds, vous avez la lettre de préqualification, vous avez magasiné avec un bon courtier comme Ayoub, vous avez trouvé la maison. Là, vous dites, OK, Ayoub, là, j'ai pas aimé ton collègue Ruji, je serai à faire avec toi. Non. Mais j'aimerais faire l'offre sur la maison, s'il te plaît. C'est quoi faire l'offre en tant que tel? C'est que là, on va rédiger un document, on va vous l'envoyer. Dans le document, il y aura le prix et il y aura quelques conditions importantes. C'est un document il y a C'est quatre, cette sept, page, je pense. 7 pages. Mais il y a 3 choses qui sont importantes dans l'offre d'achat. Les autres choses, c'est du légal qui mentionne que vous voulez acheter la propriété. Dans l'offre d'achat, c'est le point numéro 1 le plus important, ça va être le prix que vous allez offrir. Peu importe, vous offrez le prix demandé, vous négociez un peu, vous offrez plus, vous pouvez mettre le prix que vous voulez. C'est un libre marché, comme on dit. Ouais. L'autre chose, ça va être les conditions. Vous pouvez, ça c'est après la 6e étape qu'on pourra discuter, c'est l'inspection. Vous pouvez mettre votre offre conditionnelle à l'inspection de la maison ou sans condition d'inspecter la maison. Ayoub, je te laisserai aller plus en détail après dans l'inspection. Ouais. Et après, il y aura le financement, le délai de financement. Puis le délai moyen, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment 14 jours. 14 jours plus 10 jours, là, parce que tu sais, les banques ne sont pas ouvertes la fin de semaine. Alors, vous avez 10 jours pour donner une approbation finale. C'est vraiment, c'est ça les points les plus importants. Et j'ai envie de dire,
l'autre point qui est un peu moins important, c'est les dates d'occupation que vous allez habiter la propriété. Ça, tu sais, dès que vous avez la condition d'inspection levée, puis le financement, vous avez l'aide d'approbation. Moi, tu sais, Ayoub, tu sais, on voit nos transactions chacun. L'occupation, quand vous voulez habiter la propriété, ça se modifie souvent. C'est pas quelque chose que, tu sais, on doit se prendre la tête avec. C'est plus les conditions en premier, soit l'inspection, vous mettez le prix d'achat et le financement. Oui. Euh, Puis, avant, je ne mentionnais pas à mes clients, mais comme on apprend toujours par expérience, quelque chose d'important, c'est que quand vous faites l'offre, disons qu'Ayoub, c'est le vendeur, moi, je suis l'acheteur, je fais l'offre à Ayoub, Ayoub, il accepte mon offre. Qu'est-ce qui arrive quand Ayoub a signé mon offre et l'a accepté? Moi et Ayoub, moi qui est l'acheteur, Ayoub qui est le vendeur, là, en ce moment, on est en contrat qui veut dire que moi, je m'engage à acheter la propriété de Ayoub en ce moment, euh, à moins qu'il y ait certaines conditions qu'il ne respecte pas, comme si je ne suis pas satisfait de l'inspection, j'ai le droit de me retirer de la transaction. Et c'est vraiment une des seules conditions que vous êtes en contrôle. Ouais. Après que vous avez inspecté la propriété et vous êtes d'accord de qu'est-ce que vous avez reçu dans le rapport d'inspection, il n'y a plus d'autres moyens qu'on peut sortir de la promesse d'achat. C'est vraiment le seul moyen que vous-même, vous êtes en contrôle pour, disons, OK, Ayoub, moi, en tant qu'acheteur, j'ai fait l'offre d'achat, il a accepté, je fais inspecter, je ne suis pas d'accord de qu'est-ce que j'ai dans l'inspection, je peux renégocier avec lui, je peux lui demander de faire les changements dans le rapport d'inspection, ou je peux soit faire une baisse de prix et sortir de la promesse d'achat. Là, ça veut dire que je suis libre vraiment, je peux magasiner pour une autre propriété. Mais on ne veut pas inspecter des maisons plusieurs fois. Ayou va vous mentionner pourquoi. Et aussi, la chose importante, c'est que vous ne pouvez pas vous sortir de la promesse d'achat quand vous voulez. Dès qu'Ayoub l'accepte, moi, en tant qu'acheteur, je fais l'offre, il accepte. Je ne peux pas dire, ah, je ne suis plus intéressé, je ne veux plus aller de l'avant. Dans une transaction, ça m'est déjà arrivé, guys, et tu peux avoir le meilleur courtier, le meilleur négociateur, c'est des documents légaux. Quand vous faites l'offre et le vendeur accepte l'offre, on est obligé de suivre la structure de la promesse d'achat. OK? C'est vraiment important. Alors, quand vous voyez la maison que vous l'aimez, c'est sûr, il y a des changements qui arrivent, mais quand vous faites l'offre, vous l'aimez la maison, vous l'inspectez et vous aimez qu'est-ce que vous recevez dans le rapport d'inspection, c'est vraiment final, l'achat, là, vraiment. C'est pour ça qu'il vous faut des bons courtiers comme moi, Ayoub, pour faire un C'est bon bon, achat. c'est vrai, c'est vrai. Écoute, en effet, quand tu fais l'inspection, tu sais, il y a des coûts associés à l'inspection. On ne peut pas annuler sans qu'il y ait une cause majeure pour se sortir de la promesse d'achat. C'est très, très bien mentionné. Une fois que l'inspection est faite et que, admettons, on a levé les conditions, on a fini de négocier par rapport à ça, il va rester toujours, comme tu avais mentionné plus tôt, avoir la lettre finale d'approbation de la part de la banque pour pouvoir acheter. On voit l'étape numéro 8 là, sur la présentation. Euh, une évaluation par la banque n'est pas toujours nécessaire. Ça va dépendre si jamais le prix d'achat est relativement haut par rapport au marché ou si la banque juge que les éléments déclarés dans la fiche descriptive de la propriété ne sont pas justes. Et à partir de là, il pourrait avoir une évaluation. Sinon, généralement, on n'a pas d'évaluation. Je vais juste répondre à une petite question que Moussa a soulevée, qui est quand même une bonne question rapidement. Moussa demande pourquoi les banques ont un taux d'intérêt plus bas que les banques régulières, donc les banques physiques. Par Ça, exemple, j'aime les genres de questions de finances là que tu aimes. exactement. Par exemple, Nesto propose à Moussa un taux d'intérêt de 4,89%. Écoute, c'est une excellente question, Moussa. La raison est fort simple. Les banques traditionnelles ont des taux, des coûts fixes astronomiques. Ils ont des sièges sociaux comme à Montréal, la Banque nationale vient de bâtir un siège social tout nouveau. Il a coûté près de 400 millions, si je ne me trompe pas. Il y a plus de 11 000 employés qui peuvent travailler dans cette tour-là, 11 000, 12 000 employés. Donc, ils ont des coûts très élevés, très, très hauts. Et toi, en tant que client, si jamais tu vas avec une banque traditionnelle, tu vas avoir un service généralement supérieur à une banque virtuelle, comme ce que Nesto te propose. Donc, tu as plusieurs succursales, tu as plusieurs guichets, tu as plusieurs services et produits qui sont offerts par les banques traditionnelles que tu ne verras pas avec les banques en ligne, d'où leur coût est
plus élevé qu'une banque virtuelle. Nesto te propose 4,89, c'est probablement avec MCAP ou Tangerine ou First National. Ouais. Exactement. Donc, c'est des banques qui ont moins de services physiques, mais qui ont des meilleurs taux d'intérêt. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste différent. Si jamais tu as besoin de support technique en personne, tu ne l'auras pas avec les banques virtuelles et à l'inverse, avec les banques traditionnelles, tu vas avoir plus de services, mais tu payes plus cher pour ton service. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Puis, par rapport tu sais, à l'évaluation de la banque, comme je mentionnais, Ayoub, j'aimerais donner une petite anecdote pour la question de Moussa. Tu sais, on avait un client, Francisco Ayoub. ouais, Un de nos clients, il a fait affaire avec une banque en ligne, c'était First National, et exact. lui, il voulait refinancer sa propriété pour acheter une autre propriété 1 an plus tard. Pour aller à ce que tu disais, Ayoub, effectivement, c'est vrai. C'était très compliqué de rentrer en contact avec First National. First National, pour tu sais, donner, expliquer un peu à tout le monde, c'est quoi First National? First National, c'est une institution bancaire, mais en ligne. Vous n'allez jamais voir tu sais, un bâtiment ou quelque chose écrit First National prêt ou Succursale, exact. succursale. OK? Alors, eux, c'est vraiment une banque en ligne. Nesto, c'est plus une compagnie de courtage. C'est un peu plus différent, mais c'est similaire. Nesto vont t'envoyer vers Fish National. Après, tu vas faire affaire avec eux, Moussa. Mais comme tu avais mentionné, Ayoub, les banques en ligne, c'est un peu plus compliqué. Tu sais, tu peux pas les appeler, puis c'est difficile qu'ils soient joignables pour que tu as une question, tu veux faire ci. Pour notre client, il voulait refinancer et c'était très difficile pour lui de refinancer. Et quand il a pu il devait refinancer, il y a eu des frais qui ne s'attendaient pas. C'est-à-dire, des fois, c'est pas très clair, les banques en ligne. La seule chose que je vous dis, si vous voulez faire affaire avec une banque en ligne, prendre une hypothèque, lisez bien les documents. Tu sais, c'est des institutions financières, c'est très legit. Il y a pas, c'est aussi legit que TD, BMO, etc. Mais juste lisez bien les documents, soyez bien sûr de qu'est-ce que vous faites. La différence, c'est ça avec BMO, TD, il y a le succursale, il y a le service à la clientèle qui vient avec. C'est pour ça que tu as ton taux plus élevé. Et, et aussi, Ayoub, je voulais rajouter dans la question d'inspection, tu as mentionné qu'il y avait des frais, mais tu ne nous as pas dit est-ce que c'est quel genre de frais? Est-ce que c'est le courtier hypothécaire qui couvre ces frais-là ou c'est quel genre de frais il y a pour Bon. l'inspection? Et c'est ton inspecteur. Quand tu vas vouloir acheter la propriété et que tu demandes une inspection, tu vas devoir payer pour une maison, c'est généralement autour de 650 $ plus taxes, plus ou moins, pour faire inspecter ta propriété. Et c'est pour ça qu'on dit que tu ne veux pas inspecter toutes les maisons du Québec, tu sais, sinon tu vas renflouer les caisses des inspecteurs et vider tes poches. Donc, c'est important d'inspecter que la maison que tu souhaites acheter réellement, d'où l'importance de faire une offre d'achat sur une maison qu'on souhaite acheter et non faire des offres pour faire des offres dans le vide? C'est une bonne question. L'inspection peut coûter jusqu'à 1 000 $ si c'est un duplex, triplex ou autre type de bâtiment et c'est payable lors de l'inspection. Donc, ce n'est pas un frais qu'on va pouvoir financer ou payer plus tard durant le processus. Ça va être à payer le jour même ou dans les jours qui suivent l'inspection qui aura été faite. Je sais pas si ça répond à ta question, Rudy, par rapport aux frais. Et non, malheureusement, ce n'est pas nous qui sont payés, sinon je m'achèterais une plus belle auto. OK, non, non, c'est clair parce que, tu sais, on parle d'inspection et c'est quelque chose, j'aurais aimé que ce soit plus public. Les gens, on conseille toujours d'inspecter, mais on ne mentionne jamais c'est quoi les frais liés à l'inspection. C'est Puis, vrai. tu sais, ça revient un peu à la question que tu m'avais posée au début. Tu m'avais dit, oh, il faut le 5%, il faut le 20 000 du 400 000. Mais là, je t'ai dit, ouais, mais la banque demande aussi un 1,5 pour cent de plus Oui. ta propriété, tu vas acheter, il y a une valeur de 400 000, la banque va te demander un 5 000 de plus en dehors de ta mise de fonds pour être éligible à l'achat. Puis justement, on a vu le premier frais qui va être dépensé, ça va être ton inspection. Puis je vous dis, ça paraît pas, mais une inspection, quand même, 800 $ à 1 000 $ dépendant. C'est quand même assez cher, hein. Si c'est ta Ouais. deuxième déjà, tu es à 2 000. Ouais. Et tu n'as pas acheté encore. Tu as juste Exact. insisté. Oui, exact. C'est vraiment ton premier frais et sans même déménager et tu n'es même pas sûr que c'est ta propriété que tu vas avoir. Ben, que ça va être ta propriété à toi. Tu fais juste ça pour inspecter la maison et voir s'il n'y a pas de problème. Mais c'est des choses qu'il faut Pas prévoir. remboursé, hein. Si jamais tu n'achètes pas, tu ne te fais pas rembourser l'inspection. C'est un frais qui fait partie du processus. Mais malgré tout,
on recommande toujours d'inspecter parce que si tu découvres des problèmes par la suite et que tu n'avais pas fait inspecter, si on, admettons, tu vas en poursuite contre les vendeurs, le juge, dans son jugement, pourrait dire que tu as été un acheteur négligent et non prudent, donc il pourrait ne pas te rémunérer, te dédommager pour une poursuite, malgré qu'il pourrait avoir des vices apparents, etc. On pourrait faire un autre webinaire pour aller en détail sur quoi éviter par rapport aux vices cachés et tout. On fera une vidéo là-dessus là, pour tu sais, expliquer plus en détail. Puis pour revenir, tu sais, par rapport à une fois que l'évaluation par la banque est faite, Rudy, par nous, c'est quoi l'acte notarié? C'est quoi passer chez le notaire? Ça consiste en quoi? C'est quoi les frais? Qu'est-ce que c'est ça, un notaire? Bonne question. Passer chez le notaire. Le notaire, le fameux notaire. Le notaire, c'est comme si vous, tu sais, vous étiez dans un marathon, puis vous voyez la ligne, le filet rouge là de loin. Vous La ligne voyez la d'arrivée. ligne. Exact. C'est comme si vous étiez dans la Formule 1. Là, on est rendu au dernier tour, 53e tour, 60e tour. Là, il y en a tellement en Formule 1. Effectivement, c'est ça le notaire. Puis, si on s'est rendu là, parce que la transaction est finalisée. C'est 99% de la transaction. Et votre premier frais que vous avez dépensé avant d'emménager dans la propriété était l'inspection. Le deuxième frais, vraiment plus élevé que l'inspection, c'est le notaire. Dans le fond, le notaire, à quoi il sert? Il va juste officialiser votre transaction. Je vais prendre l'exemple de Ayoub et moi. Ayoub, c'est encore le vendeur. Tu as beaucoup de maisons, hein, hein? Ah, Ayoub, Ayoub, c'est encore le vendeur. Moi, je suis l'acheteur. On va tous les deux aller chez le notaire une journée ensemble, souvent. Et le notaire, lui, son travail, tu sais, il a fait des études en droit aussi, c'est un genre d'avocat, le notaire. Il va officialiser que Ayoub, c'est bien le propriétaire. Vous serez surpris, mais des fois, il y a des cas de fraude qui arrivent. Il va officialiser que Ayoub, c'est le propriétaire, effectivement, et qu'il n'y a pas de bas de créance. C'est quoi une bas de créance? Par exemple, si Ayoub, encore, tu sais, il est propriétaire de la maison, il a fait des rénaux il y a 5 ans de ça avec, je sais pas moi, Fadi Rénovation Inc. OK? Ayoub a engagé Fadi Rénovation Inc. pour rénover sa cuisine, mais Ayoub, comme il est, il n'a pas payé Fadi Rénovation Inc. Alors, qu'est-ce que Fadi Rénovation Inc. a fait? Il a mis une dette, une hypothèque sur la maison d'Ayoub. C'est une dette, dans le fond, qu'il rajoute. Une compagnie de rénovation peut faire ça. Si tu as pris je sais pas, un prêt ou tu as refinancé ta maison, tu as pris des dettes avec d'autres compagnies et tu as mis ta maison en garantie, ben, ils vont être documentés sur ta maison. On va les voir on appelle ça l'acte hypothécaire, on va les voir affichés. Alors, le notaire, son travail, c'est de voir que, OK, Ayoub, parfait, c'est le propriétaire, il n'y a pas de mauvaise créance, OK? Il ne doit pas de dette à Fadi Rénovation Inc. Tout est correct, tout est clear. Là, moi, qui est l'acheteur, je deviens officiellement le nouveau propriétaire. Ayoub est plus propriétaire, moi, je suis propriétaire. Alors, il officialise tout ça. OK? Et les frais qui tournent autour de ça, dernièrement, j'ai eu des frais maximum, on ne les a pas pris à 2500. Ça, c'est les prix chers que j'ai vus pour mes clients, mais on ne les a pas pris. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez vous attendre à ça. OK? 2500 $ plus les taxes pour notarier. Nous, les clients, puis les notaires qu'on réfère, c'est autour de 2000 $. 1800, 2000 $. De ton côté aussi, Ayub, c'est dans cette free-là, hein? En moyenne, c'est 1500 et plus, plus taxes. C'est ça, 1500 et plus les taxes. Avec les taxes, ça vient 1700. Mais 2000 et moins, tu sais, c'est ça que vous devez vous dire pour une transaction notariée. Puis, tu sais, des fois, qu'est-ce qui est drôle, c'est que d'autres choses peuvent augmenter vos frais. Si tu vas acheter un condo, et les frais de notaire peuvent être un peu plus différents parce qu'il y a d'autres choses que le notaire doit vérifier. Ouais. Mais qu'est-ce qui encadre le notaire? Tu sais, c'est vraiment ça. Tu viens de faire ton marathon, c'est la ligne d'arrivée. Tu es officiellement propriétaire de ta propriété. Une petite anecdote aussi, c'est que quand tu finalises ton achat, tu as 2 jours que tu vas voir le notaire, 2 fois que tu vas aller le voir. Première fois, quand tu es acheteur, comme dans ma situation, je vais avoir la journée qu'on appelle l'acte hypothécaire. C'est quoi la journée de l'acte hypothécaire? Ben, c'est simple, c'est la journée que je vais officialiser mon hypothèque avec la banque que j'ai choisie.
ou que mon courtier hypothécaire m'a référé, soit TD, BMO, etc. Et quelques jours plus tard, j'aurai un rendez-vous, le rendez-vous que je vous parle, Ayoub, le vendeur est souvent présent, des fois non. Ayoub serait présent potentiellement. Et là, je vais officialiser tu sais, l'achat que j'ai fait et devenir le nouveau propriétaire de la maison. C'est exact. Puis, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, j'avais des clients étrangers qui étaient venus au Canada. Ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut acheter sans passer par le notaire? Malheureusement, la réponse est non. Oui, tu serais surpris. Il y a d'autres pays où ils font affaire avec des avocats. Ouais, Euh, Ici mais, au mais Québec, j'ai envie de dire, c'est quasiment des avocats. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est... ils ont étudié en droit, en fait, donc c'est techniquement des avocats. Mais le notaire, en fait, représente le gouvernement du Québec. C'est un parti officiel du Québec qui vient inscrire votre acte de vente et acte hypothécaire sur le registre foncier et officialiser ça devant tout le monde à la vue de tous. Une chose qui est importante à savoir, je sais pas si je pense pas que tu l'as mentionné encore, Oji, mais la taxe de bienvenue n'est pas payable en comptant chez le notaire. Elle est payable en général, c'est entre 30 et 60 jours après que vous ayez signé l'acte de vente, que vous allez recevoir votre facture pour la taxe de bienvenue de la part de la municipalité. Et Rudy, écoute, j'ai un de mes clients, il a acheté une maison de 620 000 ce mois-ci. À ton avis, ça a coûté combien à Terrebonne en frais de taxe de mutation? Je suis curieux, ça m'a surpris en passant. Si ça t'a surpris, c'est que, OK, 620 000 à Repentigny, tu m'as Non, non, mentionné. à Terrebonne. À Ah Terrebonne. bon, OK. Je sais que Repentigny, c'est reconnu pour avoir des taxes des fois élevées. Terrebonne, si ça t'a surpris, 8 000 dollars, j'ai envie de dire. Ça a coûté, écoute bien, 9 300 $ en taxe de mutation. OK. Tabarouette. Le petit truc pourquoi, tu sais, moi, ça me surprend vraiment. Le petit truc que nous, on utilise en tant que courtier, que vous pouvez utiliser aussi les consommateurs, c'est souvent 1,5 à 1% du prix que tu achètes. On va Exact. prendre le code de la propriété à 400 000, ce serait des taxes de bienvenue à 4 000. Alors, pour ta situation, Ayoub, c'est beaucoup. C'est énorme. Ça m'a surpris. 9 300 $ de taxes de mutation grâce au premier ministre bienvenu là, à l'époque qui a mis en place cette taxation supplémentaire pour renflouer les coffres de la ville. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est un peu frustrant pour les acheteurs. Ils ont fait le saut quand ils ont entendu la facture. On s'attendait plus à 6 000 $ environ. Puis ça va être payé, comme on disait là tantôt, après la signature de l'acte de vente. Sinon, chez le notaire, petit point à mentionner, il va avoir les répartitions des taxes municipales et scolaires. Donc, selon la période à laquelle vous achetez durant l'année, il va avoir une portion de soit de taxes à payer au vendeur ou des taxes qui vont être à payer à l'acheteur. Le notaire, qui est un parti neutre et qui représente techniquement les intérêts de l'acheteur, mais qui est quand même un parti neutre et objectif, va faire une répartition équitable, ben, selon le prorata, là, selon la journée, ce qui a été payé d'avance, ce qui n'a pas été payé, soit à l'acheteur ou au vendeur, et va préparer là, un tableau avec les différentes dépenses qui viennent à vous. Comme Rudy avait mentionné, il faut toujours prévoir 1,5 à 2 de plus que du prix d'achat pour ces dépenses connexes-là qu'on va devoir payer au fur et à mesure lors du notaire. Donc, tu sais, le notaire, il fait tout ça. Une fois que tout ça est fait, là, on prépare l'étape la plus fun et la plus importante, qui est le déménagement. Tu sais, c'est bien beau tout faire ces étapes-là, mais tu n'as pas encore les maudites clés de ta maison. Tu sais, tout au long de cette aventure-là, tu n'as toujours pas tes clés. Fait que là, rendu à l'étape numéro 10, tu finis par un jour déménager. C'est là où tu as besoin de tes amis, puis tout le kit, et la famille, et avec beaucoup de pizza. Parce que si tu ne payes pas pour ton déménagement, puis tu ne le fais pas faire par une compagnie, seul, c'est quasi impossible. Il va falloir préparer une belle gang là, pour t'aider à amener tes effets personnels dans ta nouvelle maison, enfin. Un petit conseil à tout le monde là pour la journée de déménagement. Si vous avez un ami ou quelqu'un de la famille qui vient d'acheter, qui va déménager, partez en voyage. Partez en voyage, travaillez de nuit. Ouais, Allez-y ouais, pas. Je vous dis, ça ne vaut pas la peine. OK? non. Faites quelque chose d'autre, mais non, non, non. Quelqu'un veut l'acheter, veut déménager. Dites non, je suis en voyage, je suis malade, j'ai le COVID. Allez-y pas. Au pire, paye-lui le déménagement. Comme ça, tu as la paix.
Mais fais pas le déménagement toi-même. C'est horrible. Ah, imaginez, il a acheté un condo sur le Ah, cinquième étage. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est fou? Ma cousine avait acheté un condo. La compagnie n'amenait même pas avec l'ascenseur. Il laissait dans le lobby. Puis, c'est toi qui dois te débrouiller pour prendre l'ascenseur. Puis, ah. ben, Mais ça, je t'inquiète, partais en voyage. vous en Yeah. faites pas. On a un bon ami à nous qui a une compagnie de déménagement. Lui, Fadi dit, je vais prendre les escaliers avec, avec le fauteuil sur le dos. Avec mon canapé, c'est ça. Ben écoute, Fadi, t'es fort. Moi, j'oserais pas. Donc, c'est un peu ça, tout le processus d'achat. Écoutez, ça a été vraiment le fun de discuter de ça avec vous. Si vous avez des questions, je vous invite à nous poser vos questions tout de suite. Puis, tu sais, continuer à. On va pouvoir vous aider au fur et à mesure du processus d'achat. Puis, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une question, quoi que ce soit? Roger, avais-tu un commentaire que tu voulais ajouter avant que peut-être on lance la période de questions? Non, vraiment, merci à tout le monde qui ont pris de leur temps pour être présents. Et nous, on avait prévu 1 heure. Alors, ceux qui n'ont pas d'autres questions et qui ont d'autres choses, qui ont prévu autre chose après, vous pouvez partir, c'est correct. Mais comme tu as mentionné, Ayoub, eux qui Ouais. veulent rester pour des questions, des Q&A, nous, on va rester à peu près un 10-15 minutes pour vraiment prendre la peine de répondre à vos questions. Là, vous pouvez aller en détail. Je vous dis, nous, on aime ça quand vous posez des questions. Ouais. On vous écoute. Merci, hein. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est très apprécié. Puis d'être resté jusqu'au bout. Pouvez-vous m'envoyer un courriel avec la façon de procéder pour l'achat de ma première maison? Définitivement, Fadi, on va pouvoir t'envoyer un courriel. On va t'envoyer le guide, en fait, qu'on partage depuis tout à l'heure, qui explique toutes les procédures pour acheter sa première maison. Et aussi, ce qu'on va faire, on va te donner un petit coup de téléphone par la suite pour t'aider avec le processus d'achat. Est-ce que vous pouvez écrire? Définitivement, Fadi demande, est-ce qu'on peut écrire nos réseaux sociaux ici? En Oui. effet, Je vais mettre équipe à d'immobilier, Ayoub. Ok, parfait. On Génial. continue. Merci beaucoup, Fadi, pour les questions. C'est très apprécié. T'as des bonnes questions. C'est le fun de travailler avec toi. Est-ce que quelqu'un d'autre ou Fadi, as-tu des questions supplémentaires? Quelqu'un a-t-il ou a-t-elle Ou quelque chose? sinon, est-ce que tu pourrais parler de l'inquiétude le plus à jour en ce moment, Ayoub? Je sais que Ouais, toi, tu es un gars de finance, il aime ça. Qu'est-ce que tu conseilles, là, quelqu'un qui dit qu'il y a des taux d'intérêt élevés en ce moment? La majorité de nos acheteurs, c'est ça leur argument. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dis à un acheteur qui dit, ah, les taux sont élevés en ce moment? parfait. C'est une très bonne question. Écoute, merci, Fadi, beaucoup. Très apprécié de t'avoir présenté aujourd'hui. On se dit à bientôt. Léo nous dit merci les gars, c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant. Je vous contacte très bientôt. Merci beaucoup Léo, très apprécié de nous avoir rejoints aujourd'hui. On apprécie ta présence. Par rapport à ta question, Rudy, les inquiétudes qu'on a en ce moment dans le marché, il y en a une entre autres qui vient sans arrêt, c'est par rapport au taux d'intérêt. Tu sais, beaucoup d'acheteurs se posent la question, est-ce que je devrais acheter aujourd'hui ou est-ce que je devrais patienter une fois que les taux d'intérêt diminuent tranquillement pas vite, puis j'achète? Face à cette question, il y a plusieurs facettes, comment on peut voir le marché. En effet, les taux sont élevés, mais les prix d'achat sont relativement stables et ne poussent pas vers la hausse. Même à la rigueur, je pourrais dire qu'on peut négocier en ce moment un petit peu lorsqu'on achète une propriété. Ce qui fait en sorte que si tu es un acheteur, tu es préqualifié et tu as les moyens d'acheter une propriété dans le marché actuel, tu es dans une bonne position. C'est vrai que tu vas payer un taux d'intérêt un petit peu plus élevé pour une courte période de temps, mais tu as la possibilité de négocier ton prix d'achat. Donc, quand tu vas refinancer dans 2 ans, 3 ans, le refinancement, les taux ayant des taux plus bas, automatiquement fait que tu as gagné de l'équité parce que le prix de ta maison va monter lorsque les taux d'intérêt diminuent généralement. C'est très simple, c'est de l'offre et la demande. Si l'offre augmente, en ce moment, elle n'augmente pas, il n'y a pas de nouvelle construction. Donc, la demande va que augmenter lorsque les taux d'intérêt vont diminuer, qui va pousser les prix de l'immobilier à la hausse. Donc, si tu attends avant d'acheter et que les taux diminuent, mais qu'il n'y a pas de nouvelle construction sur le marché, ben, tu vas payer plus cher pour la même maison que tu aurais payé aujourd'hui, certes à un taux d'intérêt plus bas, mais un prix d'achat plus élevé. Donc, lui qui va refinancer dans 1 an, avec un prix d'achat plus élevé, va quand même avoir un prix au livre
plus élevé que l'acheteur d'aujourd'hui. Rifa mentionne, super, merci beaucoup les gars, très clair et très précis. Écoute, merci à toi Rifa d'avoir nous avoir rejoints aujourd'hui pour le webinaire, c'est très apprécié. Si tu as des questions supplémentaires pour ton processus d'achat ou pour ton projet, on va pouvoir t'appeler par la suite et regarder ça plus en détail. Mais merci beaucoup Rifa de t'avoir rejoint avec nous aujourd'hui, très apprécié. Donc, super, Audrey, est-ce que ça répond un peu à ta question? C'est noté, merci, merci à toi. En effet, tu sais, c'est une inquiétude qu'on en voit beaucoup. Je sais qu'on en voit d'autres. Pourrais-tu me mentionner une autre inquiétude que tu vois dans le marché immobilier? Oui, puis même rajouter une petite blague que j'aime donner à mes acheteurs et à nos clients qui mentionnent les taux d'intérêt. J'ai oublié où je l'avais entendu, mais j'avais vraiment trouvé ça drôle. Puis, tu sais, les taux d'intérêt puis les prix, moi, vous voyez ça comme si les taux d'intérêt, vous vous mettiez en couple, OK? Tu sais, ça va pas durer longtemps, elle va sûrement vous tromper, etc. Vous allez changer, Pas être en couple. toujours, mais bon. Non, non, mais Ah tu ouais, serais jamais en couple en permanent parce qu'un un couple devient quelque chose d'autre. Tu sais, on va dire que tu es en couple, il y aura un changement quelque part. Et le prix d'achat, c'est comme un mariage. Tu sais, c'est pour la ouais, vie, idéalement. Puis, tu sais, c'est ça le plus important, dans le fond, quand tu sais, c'est en relation, c'est le mariage. ouais, Alors, tout l'intérêt, c'est vraiment comme si tu étais en train de date, tu es en couple, et ton prix d'achat, c'est comme si tu étais marié. Qui veut dire que ton taux d'intérêt, c'est un parfait exemple, c'est temporaire. c'est ça. 3 ans à 5 ans, et tu auras un renouvellement. OK? Aux États-Unis, c'est différent. Eux, ils ont du 30 ans, taux fixe. Alors, tu as un taux, tu le gardes pour la vie. Au Exact. Canada, on a la chance, à chaque 3 ans ou 5 ans, dépendant de quel genre de taux que tu as pris, il y aura un changement, il y aura un renouvellement. Ton prix d'achat, le prix d'achat que tu payes, c'est comme le mariage. Je le veux, Et avec, j'accepte, c'est ça. ça- tu le gardes. Il n'y a pas moyen de, à moins que tu sors de là, il n'y a pas moyen que tu changes le prix d'achat que tu as été rentré et tu as fait ton offre. Alors, voyez plus moi, mon conseil en tant que courtier, puis même en tant que, tu sais, moi, si j'étais consommateur en ce moment, voyez vraiment ça, euh, que le prix, c'est ça le plus important. Un exemple que j'aime donner, c'est que acheter une propriété, vous êtes au centre-ville, la moyenne des condos, on va dire, c'est 500 000. Vous achetez le condo à 700 000, mais sa valeur réelle est 500 000. C'est-à-dire que vous avez payé un 200 000 de plus pour la propriété, mais vous avez un taux magique de 2%, vous êtes still perdant parce que vous avez donné un 200 000 de plus et quand, par exemple, vous devez le revendre, ben, tu sais, vos taux, là, l'acheteur que vous allez le vendre, ou peut-être vous allez refinancer, votre acheteur ne va pas avoir vos taux. Alors, le taux n'est pas vraiment si important que ça. C'est plus le prix que vous avez payé. Tu sais, vous achetez quelque chose, le même condo à 500 000, mais vous l'avez pour 450 ou 475 à cause que dans le marché actuel, à cause des taux élevés, il y a moins tu sais, de gens qui cherchent. Vous avez un rabais, un bonus ou une promotion, ou vous avez des bons courtiers comme moi, Ayoub, qui négocient bien pour vous. Vous avez le condo à 475 à 4% de taux d'intérêt, ben, vous le gardez pendant 3 ans, 5 ans de taux d'intérêt, mais votre condo, là, il ne perd pas sa valeur. Tu sais, l'immobilier il va toujours en moyennement augmenter de valeur. Alors, vous êtes quand même gagnant. Puis, tu sais, on comprend les clients, on aide des clients, on discute avec des clients chaque jour. On sait que c'est difficile les taux d'intérêt, on sait que c'est des gros paiements. Ça ne va pas dire le contraire, mais on aimerait que les clients voient aussi, OK, c'est des taux d'intérêt élevés, mais est-ce que les prix vont augmenter ou baisser réellement? C'est plus ça, je vous conseillerais de vous challenger, de voir. Puis, tu sais, si à cause des taux, c'est trop élevé encore pour vous, il n'y a pas de souci. On va être là, on va être encore en business dans 1 an, je pense, Ayoub. On va être encore là dans 1 an, 2 ans. Oui, Alors, viens nous contacter quand vous êtes prêts vraiment à aller tu sais, en avant, quand les taux vont baisser. exact, exact, c'est très vrai. Écoute, les taux d'intérêt, tu sais, de façon générale, sont variables, mais ton prix d'achat, t'es pogné avec. Puis, honnêtement, Exact. dans le contexte du marché du Québec, là, si je peux dire, dans le marché de Montréal, entre autres, il y a pas vraiment de nouvelles mises en chantier. Tu sais, il n'y a pas de nouvelles maisons. Il y aura pas, sur l'île de Montréal, demain matin, on ne verra pas 20 000 maisons de plus ou 10 000 maisons qui vont être bâties. Même les tours à condos, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais par rapport à la demande qu'il y a sur l'île de Montréal, il n'y a pas énormément de projets de condos qui est en construction, qui va être construit dans les prochaines années. Il y en a quelques-uns, certes, mais pas énormément. Fait que ce que ça fait, c'est que
la quantité de maisons disponibles sur le marché est limitée par rapport au fait qu'on est sur une île, puis que même le Grand Montréal se développe à un rythme qui n'est pas effrayant, tu sais, c'est pas un rythme dérisoire, donc on est sur du développement plutôt lent. Et on a beaucoup d'immigrants qui viennent au Québec. On a beaucoup de gens de l'étranger qui vont venir de Montréal, pardon, des régions de Toronto et autres qui vont venir s'installer à Montréal et les environs, ce qui va pousser la demande pour le marché immobilier. Et il y a énormément d'acheteurs qui sont en stand-by, qui attendent pour se lancer dans le marché. Donc, dès que les taux d'intérêt vont baisser, on va voir normalement une hausse des prix, certes pas comme durant la COVID, mais une hausse tranquille et progressive des prix de l'immobilier. Donc, si tu attends trop, en gros, tu vas juste payer plus cher pour la même propriété. Tu vas peut-être payer moins d'intérêt, mais tu vas payer plus de capital et la dépense va revenir un petit peu au pareil au même. Donc, c'est mieux. Si le besoin est là en ce moment, c'est mieux de prendre action en ce moment, trouver la bonne affaire pour toi, plutôt que d'attendre et d'attendre indéfiniment que les prix finissent par monter et de perdre l'opportunité que tu pourrais trouver. Je sais pas si Oui, je pense que ça répond quand même bien à la question oui. avec nos deux explications. Euh, Est-ce que quelqu'un a une question, quoi que ce soit? Soyez pas gênés là. Ah Peu ouais. importe la question, n'hésitez pas. Moussa, je sais que tu avais quelques questions tantôt. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut peut-être t'aider tout de suite pendant qu'on est sur l'appel? Je sais pas si tu avais des questions, Laure, Cédric, Jonathan. Sinon, il y avait d'autres inquiétudes en ce moment. Un gros merci. Jonathan nous dit un gros merci, les gars. C'était bien détaillé. Ça a répondu à mes questions. Génial, content de l'entendre. Merci, Jonathan, de t'avoir joint avec nous aujourd'hui sur Zoom. C'est très apprécié. Écoute, on va être là pour t'accompagner dans ton processus d'achat lorsque le temps sera venu. N'hésite pas à nous écrire, sinon on fera un suivi. Mais merci pour ton temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci, Moussa. Merci à toi. Merci de t'avoir joint à nous. Écoute, on va pouvoir t'aider dans le processus aussi. Laure, merci Laure. Merci bien à vous. Ben, merci à toi, Laure, de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est très apprécié. Même chose, Cédric. On te remercie beaucoup de t'avoir joint avec nous sur Zoom aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si Audrey, tu avais autre chose à rajouter. Je pense qu'on peut conclure pour aujourd'hui. Génial. Ben, merci encore à vous tous d'être venus aujourd'hui avec nous sur Zoom et on se dit à bientôt. Bientôt. Merci encore, hein. Merci. Bye bye.